Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous allons aborder au cours de cette émission deux sujets. Il s'agit de la santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents et les questions de non-violence en éducation. Vous savez que ce sujet ou ces deux sujets font partie des préoccupations des États, des préoccupations des organisations internationales, des ONG et de la société civile. Les ministères sectoriels de l'éducation sont soutenus par plusieurs partenaires, sont soutenus sur cette thématique par des ONG et aussi de la société civile. L'UNESCO, qui est le garant de la mise en œuvre de l'ODD 4 dans le monde entier, a soutenu le ministère de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat par le renforcement des capacités d'un certain nombre d'enseignants sur cette thématique pour qu'ils soient suffisamment outillés et pouvoir mieux encadrer les élèves et éviter donc les violences sur eux afin que l'environnement d'apprentissage soit un environnement sans peur, un environnement convivial pour faciliter le climat social, pour faciliter les relations. Eh bien, débat thématique, c'est dans un instant. Je disais que l'UNESCO a soutenu le ministère de l'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat par un projet intitulé projet de promotion de l'égalité filles-garçons et de la santé sexuelle et reproductive pour les adolescents scolaires et non scolarisés au Togo et au Sénégal. Des sessions de formation donc ont eu lieu. Alors j'ai sur ce plateau deux invités avec lesquels nous allons explorer le contenu de tout ce qui a été fait depuis le démarrage de ce processus de renforcement des capacités jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui aussi reste à faire? De ma gauche vers ma droite, Madame Bébé Adjoa Nono, elle est chef d'inspection ZIO Sud, Centre et Nord. Madame, bonsoir. Bonsoir Marcel. Je constate que vous avez en charge 3 circonscriptions pédagogiques. Est-ce que c'est aisé pour vous de gérer ça? Ce n'est pas aisé, mais étant donné que le concours de recrutement est déjà lancé, nous espérons que d'ici peu, la situation reviendra à la normale. À ma droite, M. Adedje Kwame Aïté, il est le chargé de programme au secrétariat technique permanent du plan sectoriel de l'éducation et il est point focal sur le projet de formation des enseignants sur la promotion de l'égalité filles-garçons et de la santé sexuelle et reproductive pour les adolescents scolaires et non scolaires. Mais les non scolaires, M. Adedje, d'abord, bonsoir. Bonsoir Marcel, alors, c'est ça. Mais les non scolaires en question, est-ce que vous, au Togo, vous êtes occupé des non scolaires? Je crois que c'est le Sénégal, hein, n'est-ce pas? Non, en fait, au Togo, on s'est occupé des non scolaires, sauf que c'est l'ATBEF qui s'est occupé des non scolaires et le ministère s'est occupé des scolaires. C'est un projet à 2 volets, au fait. Alors, j'ai eu la chance de venir suivre un peu, on va suivre tout à l'heure au reportage, de suivre les formations que vous avez cascadées dans plusieurs villes. Et j'ai vu qu'il y a un document que vous avez utilisé, en tout cas les formateurs ont utilisé, protection des enfants contre les violences en milieu scolaire, y compris celles basées sur le genre. Et voilà. Est-ce que c'est l'UNESCO qui a conçu et reproduit le document? Comment ça s'est passé? Reproduction, oui. Mais la conception, c'était avec l'appui de l'UNICEF. C'est un document qu'on a élaboré en 2015 avec l'appui de toute la classe, disons, toute la communauté éducative. Les ONG, les autres PTF, on s'était tous mis ensemble, chacun avec ce qu'il a comme document de base. C'est pourquoi ce document, nous l'avons appelé un manuel harmonisé
réalisé. On a piqué un peu de tout pour faire ce document, mais c'est l'UNESCO qui nous a aidé à avoir cette reproduction aussi pour la cause de cette formation qui vient de se dérouler. C'est ça. Alors, comme je le disais, fidèles téléspectateurs, au cours du processus de renforcement de capacité, nous avons fait un tour au lycée Tchévier, voilà, au CEG Tchévier Ville 1, voilà, où nous avons vu les formateurs à l'œuvre. Voilà, madame était là, elle était sur le site d'ABW parce qu'il y avait 2 sites dans la maritime. Nous allons suivre le premier reportage où nous avons interviewé le secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO et certains enseignants qui se sont exprimés sur l'importance de cette formation qui vient les outiller et les mettre à l'aise pour pouvoir mieux encadrer les enfants. Reportage. L'UNESCO est le garant de la mise en œuvre de l'ODD 4 dans tous les pays. L'UNESCO accompagne le ministère des enseignements primaires et secondaires dans la formation de 600 enseignants du primaire et du secondaire et l'intégration de l'éducation à la sexualité dans les programmes scolaires ainsi que les méthodes non violentes. La présente formation peut s'insérer dans la mise en œuvre de l'ODD 4 en ce qui concerne la création d'un cadre d'apprentissage exempt de toute violence. C'est pour outiller les enseignants à plutôt utiliser des méthodes alternatives contre les méthodes dites classiques où on utilise donc la violence. Les participants, que sont les chefs d'établissement et les enseignants du primaire et du secondaire, trouvent utile et pertinent ces modules de formation reçus en 8 jours de formation étalés sur 1 mois. La particularité ici, c'est qu'il y a de la nouveauté qui est ajoutée. Nous avons découvert de nouvelles méthodes, en particulier la discipline positive, qui a été renforcée avec de nouveaux éléments, de nouvelles approches pour gérer les différents conflits, les différents problèmes qui minent le milieu scolaire et surtout amener sans la violence les enfants à faire ce qu'ils doivent faire. À un moment donné, on était dépassé par le comportement des élèves. Et finalement, on a commencé par utiliser le bâton. Mais juste après les 2 jours de formation, nous avons laissé tomber l'utilisation du bâton et on a pris par d'autres moyens. Je compte à mon retour faire une restitution aux collègues. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet de promotion de l'égalité filles-garçons et de santé sexuelle et reproductive des adolescents scolarisés et non scolarisés au Sénégal et au Togo. Chers invités, voilà un peu l'écho de ce que nous sommes allés voir sur le terrain. Alors, monsieur Adédié, vous êtes non seulement point focal sur le projet, mais vous êtes le chargé des programmes au secrétariat technique permanent du plan secteur de l'éducation. Alors, quel est le lien que vous faites entre cette contribution de l'UNESCO, ce projet et, disons, le PSE nouvelle version 2020-2030 ? Oui, merci beaucoup Marcel pour cette question. Disons que pour arriver à la version actuelle du PSE 2020-2030, nous avons eu à faire une étude diagnostique sur notre secteur. Et ça en est sorti que beaucoup de filles commencent l'école, surtout quand on est au niveau primaire, elles sont nombreuses dans le système, mais plus on évolue, leur nombre diminue. Il diminue en nombre. Donc, l'étude a révélé que sur peut-être 100 filles qui commencent, on ne retrouve qu'à peine 8 en classe de terminale. Ce qui veut dire que chemin faisant, il y a des éléments qui les font sortir du système. Et c'est par rapport à ça que le PSE... La déperdition féminine est plus accentuée. Donc, il est question d'identifier des stratégies pour maintenir les filles à l'école. Donc, le PSE, dans ces différentes stratégies, surtout la stratégie numéro 3, au niveau du primaire et du secondaire, a voulu qu'on
accentue l'éducation sexuelle complète que le ministère avait, que le secteur avait déjà démarré par mettre en œuvre, et donc voir les autres stratégies dont la lutte contre les violences, la lutte contre les phénomènes qui les amènent aux grossesses, etc. Donc voilà un peu le lien que l'on peut faire entre ce projet de promotion de l'égalité filles-garçons avec les stratégies du plan sectoriel de l'éducation. Alors avant que je me tourne vers madame, quel est l'effectif d'enseignants que vous avez formé au cours de ce projet? Au cours de ce projet... Pas seulement ce que nous avons vu sur le site de la Maritime. Hein. Ok. Voilà, parce que j'ai cru savoir que vous avez aussi fait cette formation-là dans Pen ou dans d'autres localités, je crois. Oui, effectivement. Quand on avait élaboré le document en 2015, on avait d'abord mis en place un pool de formateurs qui a formé systématiquement tous les inspecteurs et conseillers pédagogiques. Et c'est eux qui, en retour, sont allés vers les enseignants. Donc, vous avez formé un pool de formateurs, des formateurs. Des formateurs. Pour faciliter la multiplication de la formation. Et donc, avec l'UNICEF, dans un premier temps, on a formé tous les professeurs des ENI également. Et on a formé les enseignants des écoles associées aux ENI. Ensuite, avec l'accompagnement de l'UNESCO, nous avions en 2018 formé 400 enseignants, dont 200 dans la partie ZIO et 200 dans la partie Bassar Dankwen. C'est les zones d'intervention du projet. Et cette année, nous avons voulu former 600, mais il y a eu des absences parce qu'entre-temps, il y a eu le concours des inspecteurs, donc des enseignants ciblés étaient allés au concours. Certains ne sont plus revenus. Il y a eu des cas de maladie. Donc, au finish, c'est 584 personnes qui ont suivi la formation sur les deux zones, sur les 600 identifiés. Alors, les deux zones, vous avez dit Dankwen et la Maritime, c'est ça? Oui, au niveau de la région maritime, nous avions ciblé la préfecture de Zio. Et donc, on a formé à Tchévier et à Agbelouvé. Au niveau de la région de la Kara, on a ciblé les préfectures de Bassar et d'Ankwen. Donc, il y a eu une formation à Bassar et une formation à Guérenkouka. Tout à fait. Voilà. Alors, madame, vous étiez sur le site d'Agbelouvé. Combien d'enseignants, en tout cas chefs d'établissement et enseignants, voilà, puisque tous étaient mélangés, qui ont bénéficié de cette formation? À peu près 95 participants répartis en 3 groupes pour 3 formateurs. Alors, vous étiez formatrice, voilà, vous étiez formatrice. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu quelques modules, hein, pas tous, hein, quelques modules pour que les téléspectateurs puissent savoir exactement le contenu de ce module très important qui a servi au renforcement des capacités donc, de ces enseignants? Bien, je vais essayer d'être brève. Le document est structuré en 3 grandes parties. La première partie porte sur les généralités, sur les violences et les cadres internationaux, régionaux et nationaux de protection de l'enfant. La deuxième grande partie porte sur les violences basées sur le genre en milieu scolaire. Et la troisième grande partie parle de la discipline positive. Au niveau de la première grande partie, nous avons essayé, ensemble avec les participants, de voir ce que c'est que la violence. Et en milieu scolaire, quels sont les auteurs des violences, parce que l'élève aussi peut être auteur de violence, peut porter violence sur son camarade élève. Ce n'est pas seulement l'enseignant qui peut être auteur de violence, mais il y a également l'élève qui peut être auteur de violence sur son camarade. Et nous avons surtout parlé des causes. Les causes, les origines et les conséquences surtout de ces violences en milieu scolaire.
Et c'est là où les participants se sont rendus compte que les violences qu'ils ont l'habitude de pratiquer ne sont pas seulement nocives et préjudiciables à la victime qu'est l'élève. Mais au bourreau aussi. Mais au bourreau également. Le bourreau lui-même a des séquelles, des violences qui portent sur la victime. Et ceci nous a amené à aller vers le genre. Qu'est-ce que c'est que le genre? Bien, quelles sont les violences qui sont liées au genre? On en a parlé et c'est là où, ensemble avec les participants, on a détecté quelques comportements que l'enseignant adopte ou peut adopter, comportements a priori inoffensifs, mais qui peut bloquer l'élève fille à l'école et le décourager, la pousser. Et même l'élève handicapé aussi. Et l'élève handicapé, tout ça c'est dans le genre. Et au niveau de la troisième grande partie, nous avons parlé des fondements et des outils de la discipline positive. Si nous parlons de l'éducation, il faut qu'il y ait discipline. Parce que très souvent, quand nous disons que nous devons proscrire absolument les violences en milieu scolaire, les enseignants nous reviennent en disant, bien sûr, se questionnent. S'il n'y a pas de violence, comment est-ce qu'on peut maintenir l'ordre et la discipline à l'école? Donc, avec ce document, nous avons vu clairement qu'on peut maintenir la discipline à l'école sans passer par la violence, et c'est ce que nous appelons la discipline positive. Et elle a des principes et elle a également des outils. Tout à fait. Alors, fidèles téléspectateurs, je suis là à une page 34, où on parle des formes de violence liées au handicap, et on a listé un peu les actes de violence que peuvent subir une personne handicapée. Il y a les injures, donc on les insulte par rapport à leur handicap, les moqueries, les négligences, les attouchements, viols et autres violences sexuelles, coups de poing, gifles, mise à l'écart par rapport aux activités para-et-périscolaires. On parle bien entendu des personnes handicapées. Le dégonflement de leur pneu de tricycle. Vous voyez, l'isolement, les dispositions désavantageuses dans la classe. Par exemple, un malvoyant qu'on devait laisser à une position qu'il puisse bien voir au tableau. L'enseignant, s'il n'est pas formé, s'il ne s'y connaît pas, il peut le laisser n'importe où, alors qu'il doit le positionner à un niveau où il peut suivre aisément, au même titre que les autres. Donc, il y a le dégonflement du pneu de tricycle, bousculade, isolement, disposition, voilà, cassure des béquilles par des camarades, vous voyez. Alors, cache de béquilles par ses pairs, refus de porter assistance, refus d'aider, c'est-à-dire, voilà, détournement du bon chemin, surtout pour les non-voyants. Vous voyez, donc c'est un document assez riche qui prend en compte, comme Madame vient de le dire, toutes les questions liées au genre. Quand on parle du genre, c'est tout ce qui concerne aussi bien la fille, la personne handicapée, etc. etc. Alors, monsieur Adedje, vous êtes le point focal sur ce projet et chargé de programme au secrétariat technique permanent du plan secteur de l'éducation. Est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement la valeur ajoutée de ce renforcement de capacité sur les enseignants? Oui, la valeur ajoutée, je vais la déduire d'une observation faite par un enseignant sur un des sites, sur Agbègbè précisément. L'enseignant nous avait dit, s'il avait reçu cette formation 10 ans plus tôt, il n'aurait pas commis autant de gaffes. Ça veut dire qu'ils sont conscients, à partir de ce renforcement de capacité, qu'il y a des choses qui leur avaient manqué. Et aujourd'hui, c'est un remords. C'est un remords. Donc, disons que il est toujours bon de former. Un enseignant, on l'a appris, c'est Feu Agbetiaf, paix à son âme, qui le disait, un enseignant qui cesse d'apprendre doit cesser d'enseigner. Un enseignant doit toujours il va faire des victimes. Il va faire des victimes. Parce que les choses évoluent. Aujourd'hui, nos enfants, ils apprennent de n'importe quelle source. Et si l'enseignant lui-même s'enferme et ne se remet pas à niveau de façon régulière, il y aura des informations qu'il ne pourra
pas avoir donné, alors qu'enseigner, c'est donner. Voilà. Donc, donner ce qui peut construire l'apprenant. Exactement, exactement. Parce que quand on voit même le sens d'éduquer, éduquer, c'est conduire une personne d'un état A à un état B. Et l'état A, c'est l'état d'ignorance. L'état où il ne connaît d'incapacité à un état de connaissance, de capacité, etc. Et si celui qui transmet la connaissance lui-même ne connaît pas, on se demande ce qu'il va donner alors. Alors, fidèle téléspectateur, vous comprenez que le ministère a bien fait véritablement d'accepter véritablement qu'il soit accompagné par l'UNESCO et d'autres partenaires, parce que comme nous l'avons dit, il n'y a pas que l'UNESCO qui accompagne le ministère enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat sur cette thématique de non-violence, sur cette thématique de santé sexuelle des jeunes. Vous voyez, il y a Plan International Togo par exemple, l'UNICEF bien entendu, ça a été déjà cité. Alors pour appuyer un peu ce que M. Adédié vient de dire par rapport au remords, au regret, nous avons interviewé sur le site de Thévier, nous avons interviewé certains enseignants qui ont reconnu honnêtement que par ignorance, ils ont exercé effectivement des violences sur les enfants. Nous allons les suivre. Je réponds au nom de Adawasu Koduvi, de Sagesse Agbelouvé. Il m'est arrivé une fois, j'ai utilisé de la violence sur l'un de mes élèves. C'était la violence physique. Je lui ai donné un exercice de calcul écrit. Donc c'est un enfant supposé qui doit travailler bien. Il ne doit pas normalement fausser l'exercice là selon moi. Mais à grande surprise, il a faussé ça. Donc je l'ai corrigé, je lui ai donné des fessiers correctement. Et à partir de ce jour, quand il travaille correctement. Et lui-même, il est revenu l'autre fois chez moi. L'enfant est maintenant en 5e. Tel que je lui ai donné les cours le jour-là, il est maintenant fort en mathématiques, qu'il travaille bien. Donc aujourd'hui, je peux dire que je n'ai plus besoin de la violence physique pour éduquer un enfant, parce que j'ai compris autrement les choses. Quand j'étais en classe professeur, j'avoue que quand je remonte le temps, eh bien une fois il m'est arrivé de cogner un élève sur la tête parce qu'il n'était pas calme. Il bavardait lors de mon cours et je l'ai cogné sur la tête. Mais après, c'était dans les années 2003, 2004, je crois. Et après, il me dit, mais madame, je ressens des maux de tête. Il est sorti. Le lendemain, il n'était pas en classe. Il était plutôt à l'hôpital pour se faire soigner. Et donc après, il est revenu, me disant que le cours que je lui avais donné sur la tête, c'est ce qui l'a entraîné. Il a ressenti des maux de tête par la suite. Et il est parti se soigner. Depuis ce moment, personnellement, je me posais des questions. En fait, je ne l'ai pas cogné pour qu'il ait ses effets négatifs. En fait, ce n'était pas là mon intention. Bon, en tant que surveillant, il arrive que des enfants embêtent les professeurs dans les classes, ou soit pour cause de retard ou bien devoirs non faits. Ils arrivent en masse comme ça, nous encombrer. Bon, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Habituellement, on les renvoie à aller pour faire des corvées telles que cercler la cour de l'école ou bien balayer. Bon, ce qui fait que pour cause de retard, l'enfant est encore en retard. Donc c'est ce que j'ai constaté. Des fois, surtout pour les petits de la classe de 6e là, qui nous gênent régulièrement. Bon, il est arrivé qu'un instant là, on a utilisé des bâtons pour leur faire des coups de joue ou des coups de joue là. Bon, ça fait que les enfants étaient tellement énervés contre nous. Alors, je vais demander à Dédié, quel est le commentaire par rapport aux interviews que vous avez suivies? Oui, c'est vrai. Je crois que beaucoup d'enfants abandonnent l'école à cause des comportements de ce genre. L'enseignant qui dit qu'il a fessé, l'enfant est devenu fort en mathématiques, c'est plutôt par peur. Ouais.
C'est l'analyse que je fais. C'est plutôt par peur que l'enfant fait cet effort. Et l'enseignant ne connaissait que cette méthode. Ne connaissait que cette méthode. Voilà. Donc il a des circonstances atténuantes. Voilà. mais maintenant, ils ont compris qu'on peut amener quelqu'un à mieux apprendre son cours quand on fait de lui un ami. C'est ça, en fait, la finalité de ce que nous sommes en train de faire. Nos élèves, nos apprenants ne sont pas des bêtes de somme ou bien ne sont pas... Vous savez, il n'y a pas un enfant taré. Il n'y a pas un enfant taré. Un enfant qui ne répond pas bien à une question, c'est qu'il n'a pas la réponse. Maintenant, il faut l'amener à avoir cette réponse. Donc, c'est un peu ça qui rentre dans les fondements, dans la discipline positive dont Mme Gbegbe a parlé. Et c'est un peu ça, là où on voudrait les amener. On peut corriger autrement. C'est ça. Voilà. Alors, nous savons que, je l'ai dit, ce n'est pas seulement l'UNESCO qui accompagne le ministère, il y a d'autres partenaires. Quand on prenait par exemple dans la région centrale, il y a Plan International Togo qui pilote le projet de renforcement de la société civile pour la lutte contre les violences de genre, et beaucoup d'enseignants, que ce soit du primaire, du secondaire 1, du secondaire 2, continuent de recevoir des renforcements de capacité. Eux-mêmes témoignent que franchement, ils avaient véritablement besoin de ces méthodes non violentes pour éviter toutes les formes de violence sur les enfants. Maintenant, le problème, c'est qu'il est question que tous les enseignants du Togo soient, disons, renforcés. Et donc, il y a effectivement un gap entre ceux qui ont été formés, aussi bien sûr dans le cadre du projet de l'UNESCO, dans le cadre du projet de Plan International Togo et d'autres partenaires. L'UNICEF aussi, comme il a dit aussi, l'avait fait. Il reste encore un lot important d'enseignants qui n'ont pas reçu de formation. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire? Oui, Marcel, merci beaucoup. Je crois que d'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais dire tous les cas de violence qu'on vient d'énumérer dans les trucs, c'est des violences physiques. Il y a au-delà de ça. Il y a par exemple des violences psychologiques, ou quand on injurie l'enfant de ceci ou de cela, bête, mouton, etc., ce n'est pas une bonne chose. Il y a les violences d'ordre économique, où on dit par exemple, un enfant n'a pas fait un travail, on ne lui donne pas à manger. Ou bien on ne lui donne pas son argent de poche. Ce n'est pas de bonnes choses. Et là où c'est encore plus grave, c'est les questions de harcèlement sexuel, qui amène à des grossesses précoces, je vous dis que lorsqu'on était à Tchévier au cours d'une de nos sessions, Madame la SG était avec nous, et c'était là-bas qu'elle a reçu une information comme quoi un enseignant de collège a enceinté une petite fille qui était en classe de 5e, et il tentait l'avortement. Malheureusement, la fille a succombé. La fille a succombé et l'auteur était conduit en prison. Donc on l'a mené en prison quand le DRE avait envoyé le message à madame. Le jour où elle a failli verser les larmes. Vous voyez, l'enseignant là qui a fait ça et qui est envoyé en prison. Imaginez un peu le sort de ses enfants, le sort de sa famille et la famille qui a perdu cette petite fille. Il faut voir. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut voir autour de cette problématique dont nous discutons ici. Alors, par rapport à ce que l'on compte faire, aujourd'hui, nous avons... Pour que les autres enseignants qui n'ont pas bénéficié... Voilà, puissent également le faire. Il y a deux stratégies que nous avons envisagées. La première, c'est que tous les enseignants qui étaient invités avec leur chef d'établissement. Donc l'idée est que de retour dans leur établissement, qu'ils puissent faire une restitution à leurs collègues qui n'étaient pas venus. Quand ils ont des journées pédagogiques, qu'ils profitent pour parler d'un ou d'autre aspect. En attendant que vous ayez les moyens. Exactement, d'étendre ou de généraliser la formation. Nous sommes également en train de faire un plaidoyer auprès d'autres partenaires
il y a HI, handicap international. Voilà, devenu Humanité et Inclusion. Inclusion. C'est maintenant la nouvelle appellation. Exactement. Donc, ils ont voulu nous appuyer à faire la même chose dans la préfecture des lacs. C'est déjà quelque chose. Nous sommes également en train de demander, faire un plaidoyer auprès de l'OMS pour qu'ils nous appuient à aller dans d'autres régions. Parce qu'il n'y a pas que les 2 régions dans lesquelles il y a ce phénomène. C'est vrai qu'au niveau de la centrale, il y a Plan qui fait vraiment pas mal de choses, mais on peut toujours les accompagner davantage. Donc voilà un peu ce que nous sommes en train de faire. Et nous lançons également l'appel à toute bonne volonté qui voudrait bien nous aider à aller au bout de ce fléau, d'accompagner le ministère. Le renforcement de la capacité que vous avez donné aux enseignants dans votre région, en fait, la finalité, c'est que les élèves que vont encadrer ou bien qu'encadrent ces enseignants, oui, bien sûr, les élèves qu'encadrent ces enseignants, il faut qu'on voit un peu l'impact que cela pourra avoir. Est-ce que vous avez déjà anticipé sur ce qu'on attend donc de ces enseignants pour que si un jour on pose la question à un échantillon d'élèves, filles comme garçons, qu'ils disent que quelque chose a quand même changé dans leur rapport avec leurs enseignants? Merci Marcel. Je dois dire que l'avantage de cette session de formation a résidé au fait qu'elle a été étalée sur un mois. Nous avons eu 6 jours de formation, mais nous n'avons pas bloqué toute une semaine. Mais par semaine, on avait 2 jours de formation. Ça permettait à l'enseignant de retourner en classe auprès de ses apprenants, de ses élèves, pour déjà mettre en œuvre les acquis de la formation. Et dès les premiers jours déjà, eh bien, la démarche préconisée par le document, c'est une démarche participative qui a consisté surtout à des discussions, des études de cas pratiques et de partage et d'expériences. Eh bien, dès les premiers jours, eh bien, moi, j'ai eu à partager une expérience personnelle que j'ai eue quand j'étais enseignante, quand j'étais professeure, et qui m'a marquée, qui me marque jusqu'à ce jour. C'était un petit enfant, un garçon, qui était très agité et que je voulais calmer en lui administrant un petit coup sur la tête. Parce que à l'époque, je revenais d'un congé de convalescence, je n'avais pas donc toutes mes forces physiques. Mais après, comme le reportage l'a dit, il en a souffert. Et depuis ce temps, je me suis questionnée si j'avais toutes mes forces pour le violenter. Qu'en serait-il? Et donc, autour de ces partages d'expériences, bien, chacun des participants et nous-mêmes les formateurs, nous ne sommes pas mis au-dessus des participants. Nous nous sommes mis au même niveau et on a discuté, on a échangé. Nous avons vu qu'en fait, l'objectif que l'enseignant vise en violentant, en utilisant la violence, est d'amener une correction au niveau de l'apprenant. Mais également, ensemble, nous avons vu que par après, il y a des remords que l'enseignant peut éprouver, surtout si les séquelles, les préjudices sont assez considérables. Et donc, les participants ont réfléchi et c'est ensemble qu'on a décidé qu'il y a lieu de réfléchir et de changer de stratégie. Vous voyez un peu la démarche. Et donc, juste après les 2 jours, les premiers 2 jours, ils sont retournés en classe et à la prochaine session, c'est-à-dire la semaine qui a suivi, ils nous sont déjà revenus avec des témoignages, à mon grand étonnement.
Alors, avant que vous n'arriviez au témoignage, on va suivre le repas parce que je crois que ça coïncide avec notre arrivée sur le terrain. Pendant que vous clôturiez donc la formation, nous avons pu interviewer certains d'entre eux. On va les suivre d'abord avant de revenir sur ce plateau. Et évidemment, nous avons suivi une formation qui s'est étalée sur 6 jours d'une manière perlée. Et au cours de la première semaine où la formation a été faite, moi personnellement dans mon école, il s'est passé quelque chose qui a interpellé les acquis de la formation. Je voudrais dire qu'arrivé à l'école, 3 élèves combattaient un seul. Donc, ils ont été interpellés et ont été conduits à moi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Si c'était dans le passé, c'était des fessées que j'allais appliquer. Mais concernant les acquis de cette formation, j'ai essayé de demander aux enfants s'ils ont une fois vu des enseignants se battre à l'école. Et que, est-ce qu'ils savent qu'en se battant, ils peuvent se faire des blessures qu'ils peuvent porter à vie. Et donc, je leur ai donné des conseils. Et en partant, les enfants ont réussi à me dire merci. Mais auparavant, et quand vous les fessez, ils s'en vont nonchalants, mais quelques jours après, ça revient. Donc, nous avons compris qu'il faut passer par beaucoup de tactes pour éviter la violence à l'école. Et ça fait du bien aux enfants, ai-je constaté. Nous avons eu un atelier de 6 jours qui s'est intéressé aux questions de violence en milieu scolaire. Et au cours de l'atelier, nous avons eu à plancher sur les types de violences qu'il y a dans les établissements, comment les identifier, comment les gérer. Et surtout, nous avons appris les nouvelles méthodes alternatives qui tiennent compte de l'âge et du genre. Et nous sommes allés à l'implémentation d'autres mesures qui concourent au pilotage des établissements, notamment la conception et l'élaboration du règlement intérieur, du code de bonne conduite et du contrat didactique. Et tout cela doit être fait de façon participative. Donc, comme l'école appartient a priori à la communauté, on nous a instruit d'inviter plus la communauté à participer à tous les échelons de la vie de l'école. Il y a une spécificité qui nous dit qu'un apprenant ne commet pas de fautes, mais il commet des erreurs. Et ces erreurs-là sont à corriger au cours des exercices d'approfondissement et de remédiation. Je tiens vraiment à saluer cette formation et vraiment notre formateur a apporté beaucoup de plus, particulièrement dans ma vie. Je me suis sentie entre-temps révoltée contre moi-même par le passé. L'ignorance tue. Ce que je ne savais pas, je brutalisais mes enfants. Après cette formation, je me suis sentie vraiment culpabilisée. Et je crois que après cette formation, à mon retour, surtout les filles, je les entourerai de tous les soins possibles. Je les protégerai contre les garçons et contre moi-même, mes paroles. Nos paroles étaient vraiment blessantes, ignorantes. Donc nous allons essayer, je vais
vais essayer de changer mon langage pour que ces filles-là se reconnaissent, qu'elles sont capables de beaucoup de choses, qu'elles sont vraiment les leaders, les futures, comme on le dit, femmes vertueuses qui pourront apporter beaucoup de choses dans ce pays. Les enseignants ont eu du regret, mais ils ont utilisé au fur et à mesure, surtout que la formation a été étalée sur 6 semaines, ils ont utilisé à leur sortie dans leurs écoles, à la maison, les acquis déjà, et eux-mêmes ont vu déjà les résultats pour dire que si cette formation n'existait pas, il fallait l'inventer. Voilà. Maintenant, la question qui m'intéresse maintenant, c'est comment vous comptez faire pour qu'il y ait un certain ancrage de ce module de formation dans les curricula de formation pour que ça puisse continuer sans, disons, un partenaire derrière ce travail. Oui, merci Marcel. Je voudrais dire quand même que ce travail a déjà commencé. Ce travail a commencé, on a même au niveau des ENI, on a intégré ça au curricula de formation des enseignants, de façon qu'un enseignant qui va à l'ENI et qui sort déjà avec des bagages d'ici pour pouvoir encadrer sa classe. Et l'effort se fait vers une migration vers le secondaire. Donc, à l'origine, c'était pour le primaire, mais en 2018, quand on a révisé le module, initialement élaboré en 2015, on l'a étendu au secondaire. C'est pour cela qu'à la formation, à la dernière formation, il y a eu et les enseignants du primaire et les enseignants du secondaire. Et on voudrait également que dans les politiques, nous avons même élaboré une stratégie nationale de lutte contre les violences en milieu scolaire. Donc, il y a suffisamment de choses. Même au niveau du secondaire, l'allègement des programmes prend en compte également cette thématique. Et avec toujours l'accompagnement de l'UNESCO, nous venons de valider un second module qui porte spécifiquement sur l'éducation complète à la sexualité, avec encore des questions de violence. Donc, c'est dire que l'ancrage est déjà en train de prendre. Et les formations ont été données par des inspecteurs, coordonnés par les directeurs régionaux et supervisés par Madame la secrétaire générale. Donc, c'est dire que l'ancrage institutionnel y est déjà. Tout à fait. Alors, Madame, vous êtes du personnel d'encadrement en tant qu'inspectrice. Vous aurez un grand rôle à jouer dans le relais, dans le suivi. Voilà, le suivi des enseignants que vous avez formés. Est-ce qu'il y a déjà un plan d'action de suivi ou comment vous allez vous prendre de toute façon pour vous assurer que les enseignants bénéficiaires de cette formation commencent déjà par mettre en application pour changer, améliorer le climat social qui doit en principe exister dans l'école pour faciliter les apprentissages et le vivre ensemble au sein de l'école aussi. Merci. Nous avons déjà eu les témoignages très positifs qui nous prouvent que vous avez fait en fait du bon travail. Qui n'ont pas attendu la fin de la formation avant de commencer la mise en œuvre. Mais ce qui nous reste à faire maintenant en tant que personnel d'encadrement, c'est de revoir nos outils de suivi sur le terrain pour y insérer des items relatifs à la question du genre et à la non-violence. Et avec ces outils-là, il nous faut faire des suivis. Il nous faut les soutenir sur le terrain. Une chose est la formation, mais une chose est le suivi sur le terrain pour voir concrètement qu'est-ce qui se passe dans les salles de classe, quels sont les impacts ou bien les retombées positives de cette formation. Et s'il faut la reprendre, qu'est-ce qu'il faut maintenir, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut retoucher. Est-ce que vous avez l'occasion, en tant qu'inspecteur, vous avez l'occasion d'échanger avec des parents? De par le passé, oui, mais après cette formation, pas encore. Mais les participants
ont été instruits, surtout les chefs d'établissement, ils ont été instruits qu'au retour, qu'ils aient une séance de travail avec les parents. Les APE de leurs écoles. Avec les APE de leurs écoles. Voilà. Qui doivent les accompagner forcément. Et sinon, si l'école est non violente et qu'à la maison, c'est la violence qui règne, ça ne marcherait pas. Il y aura discordance. Donc, c'est pour cela que de retour maintenant, il faut une planification et ils font des séances de travail avec les parents d'élèves, l'APE, pour partager les informations, les acquis de la formation avec les parents d'élèves, pour qu'à l'école, que le milieu soit non violent et à la maison, que l'environnement familial aussi soit non violent. Tout à fait. Alors, M. Adedje, je crois qu'en tant que point focal sur le projet et chargé de programme au secrétariat technique permanent, le défi, je ne sais pas si vous avez déjà commencé par, disons, trouver une solution, c'est de faire en sorte que les associations des parents d'élèves, la fêtière, une autre association des parents d'élèves aussi soit renforcée pour qu'eux aussi jouent leur part, afin que, comme vient de le dire Madame, leurs enfants au retour de l'école, eh bien, vivent aussi dans un climat social favorable à une bonne éducation. Merci vraiment Marcel. Nous avons déjà fait ce travail. Alors qu'est-ce qui est fait? Lorsque nous avons révisé ce module en 2018, on avait compris que si on travaille seulement sur la non-violence à l'école et que rien n'est fait à la maison, on aura travaillé à moitié. Et toujours avec l'appui des partenaires, nous avons révisé ce module pour faire la part pour disposer d'un document de formation des parents d'élèves également. Et on a associé à cette formation les informations sur l'enregistrement systématique de nos enfants. Vous savez qu'aujourd'hui, les enfants viennent à l'école sans acte de naissance. Et c'est également un déni de droit. Donc, dans le module de formation des parents, on a inséré ce côté. Et ce travail de formation est mené par les sociétés civiles qui nous accompagnent. Donc, je dirais que ce travail de complémentarité est en train d'être fait sur le terrain. Alors, est-ce que vous envisagez numériser ce document? Parce que le nombre que vous avez fait ne permet pas quand même à tous les enseignants de l'avoir. Est-ce que vous envisagez le numériser pour que par WhatsApp, même, vous pouvez l'envoyer, celui qui veut peut l'imprimer, etc. Ok. Oui, nous le faisons déjà. Quand on a fait la première version, ce que nous avions fait, on l'a converti en PDF et les enseignants qui étaient arrivés, on leur a partagé ça, qu'ils pourraient partager ça également avec leurs collègues. Mais je crois qu'avec votre expertise, on peut davantage vous approcher pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour que ce soit mieux. Voilà. Nous tendons pratiquement vers la fin de cette émission. Nous avons dit, c'est l'UNESCO qui a accompagné le lycée d'enseignement primaire, secondaire, technique et de l'artisanat pour renforcer les capacités de ces 600 enseignants. Le secrétaire général de la commission de l'UNESCO au pays a suivi de très près tout ce qui a été fait. Est-ce qu'il est satisfait de la manière dont vous avez déroulé les formations, etc. Je voudrais répondre à cette question pour d'abord dire un peu comment ce travail est encadré. Le bureau régional de l'UNESCO à Dakar, avec à sa tête M. Xavier Hospital et assisté de M. William Ngué, c'est les deux qui vraiment, avec Madame la SG et le secrétaire général de la Commission nationale togolaise pour l'éducation, pour l'UNESCO, M. Agbo, ce sont ces personnalités qui ont œuvré pour que le Togo et le Sénégal puissent bénéficier de ce projet. Et le projet est financé par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la France.
C'est le partenaire qui a financé ce projet. Ils sont vraiment à féliciter et à remercier. Oui. Alors, madame, nous sommes à la fin donc, de cette émission. Vous avez 2 minutes pour votre mot de fin. Très souvent, quand nous parlons de violence, les enseignants pensent qu'il s'agit seulement de violences physiques. Mais non, ce sont toutes les formes de violence. Les violences économiques, les violences sexuelles, les violences psychologiques, les violences verbales qui sont à proscrire, qui sont à bouter hors de nos salles de classe et de nos établissements scolaires. Ceci, pour corriger, nous devons blesser, nous devons humilier l'apprenant. Nous ne sommes pas en train de l'éduquer, nous ne sommes pas en train de l'élever, mais nous sommes plutôt en train de bafouer sa dignité et de le diminuer. Voilà mon mot de fin. Tout à fait. Alors, M. Adédier? Oui, mon mot de fin me ramène toujours à reprendre le titre de ce projet que nous avons mené, qui est promotion de l'égalité filles-garçons et de la santé sexuelle et reproductive pour les adolescents scolaires et non scolaires. Il faut que nos filles fassent l'effort d'aller à l'école. On raconte souvent qu'on ne peut pas courir et se gratter les pieds. Ça, c'est un dicton qui me plaît. Courir et se gratter les pieds ne vont pas ensemble. Il faut aller à l'école, apprendre, faire comme les garçons, et lorsqu'on va sortir nanti de ces diplômes, on peut mener sa vie comme on l'entend. Et il faut que nos parents nous accompagnent. Aujourd'hui, on sent qu'à un moment, il y a une certaine démission de nos parents, laissant les enfants à eux-mêmes, et quand on se rend compte de la conséquence de leur vie, on se plaint. Nous avons un rôle à jouer. Les enseignants sont avant tout des parents d'élèves. Donc, que les enseignants se considèrent en parents et en instructeurs, et je crois que le travail sera bien mené. Je voudrais ajouter aussi que le travail que nous venons de faire n'est pas déconnecté de l'ODD 4. Il y a des cibles qui sont correctement... ou bien ce projet s'inscrivent bien dans les cibles de l'ODD 4, et que tous nos partenaires, nous leur tendons toujours la main, qu'ils nous accompagnent pour que le plus grand nombre possible d'enseignants, pourquoi pas tous les enseignants du Togo, aient connaissance de cet outil pour assainir le cadre scolaire et permettre aux enfants de venir à l'école en joie. Voilà, merci beaucoup. Merci, Monsieur Adédier. Je rappelle, vous êtes le point focal sur le projet et chargé de programme au secrétariat technique permanent du plan sectoriel de l'éducation. Et Madame Gbegbe Adjoa Nono, elle est chef d'inspection ZIO Sud, centre ENOR. Madame, merci d'avoir fait le déplacement pour prendre part à cette émission. Je vous en prie, Marcel. Alors, fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin donc, de cette émission que je conclue à mon tour en vous rappelant ce que dit le Code togolais de l'enfant à son article 353, contenu donc dans le document. Alors, l'article dit ce qui suit. L'État protège l'enfant contre toute forme de violence, y compris les sévices sexuels, les atteintes ou brutalité physique ou mentale, l'abandon ou la négligence, les mauvais traitements perpétrés par ses parents ou par toute autre personne ayant autorité sur lui ou sa garde. Voilà ce que dit l'article 353 du Code de l'enfant, pour dire que ceux qui ont autorité sur l'enfant, c'est le parent, c'est le tuteur, c'est l'enseignant, en tout cas tous ceux qui sont porteurs d'obligations. Et donc, chacun d'entre nous, nous devons aujourd'hui comprendre que à partir du moment où un enfant naît, il est biologiquement, il est l'enfant de tel couple, mais il est l'enfant de la République. Et donc, c'est les lois de la République qu'il faut connaître pour éviter toute forme de violence sur les enfants. Sinon, on risque de se mettre au travers de la loi. Ceci dit, je vous dis merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre numéro de débat éducation. D'ici là, portez-vous bien et ne négligez pas les mesures barrières contre la COVID-19.
Je suis un élève handicapé ou non. Il me faut une bonne santé pour jouir parfaitement de mon droit d'aller à l'école. Le coronavirus peut aussi me l'empêcher. Afin de me protéger et protéger mes camarades contre le coronavirus, j'exécute les gestes simples suivants qui sauvent la vie. Je couvre ma bouche et mon nez avec un cache-nez. Je porte mon cache-nez partout, en classe, dans la cour, dans les couloirs, dans la rue, en groupe. Je lave mon cache-nez chaque jour. Si mon cache-nez est à usage unique, je le jette immédiatement à la poubelle après usage. Je n'utilise jamais le cache-nez de mon camarade ou d'une autre personne. Je tousse dans le creux de mon bras ou dans un papier mouchoir. Je jette immédiatement le papier mouchoir après usage à la poubelle. Je lave régulièrement mes mains avec de l'eau et du savon ou je les nettoie régulièrement avec le gel hydroalcoolique. Je nettoie régulièrement tous les objets que je touche, principalement mes aides techniques telles que le tricycle, les lunettes et les cannes. Je garde toujours une distance d'1 mètre au moins entre les autres et moi, même pour dire bonjour. J'évite tout contact étroit non protégé avec mes camarades et les autres personnes, surtout s'ils souffrent de la fièvre et ou de la toux. Je consulte vite un médecin en cas de fièvre, de toux et de difficultés respiratoires où j'appelle le 111. Pour éviter le coronavirus, mes camarades, faites comme moi. Et vous, papa, maman, enseignants et adultes, ne cessez jamais de nous rappeler ces gestes simples.